Ce soir, je vous ouvre les portes d'une toute nouvelle histoire maléfique. Cependant, cette dernière a bel et bien existé. Ce nouveau format vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des faits réels qui ont parfois défrayé la chronique. Je vais vous conter la vie d'un homme qui, de mon avis, a dépassé les attentes du diable. Pour cela, nous allons ensemble dans un pays où la drogue, les violences et les cartels sont monnaie courante en Amérique du Sud, et plus précisément en Colombie. Le 8 octobre 1948, à Ipiales, dans le département de Nariño, une prostituée colombienne met au monde son 7e enfant. C'est un garçon de bonne constitution, qu'elle nommera Pedro Alonso López. Mais à cet instant, elle ignore tout du monstre qu'il va devenir. Il grandit auprès de sa mère dans une fratrie qui comptera 13 enfants exactement. La situation familiale est précaire et la politique de la Colombie est instable. Les cartels ont mis la main sur la plupart des transactions financières et les crimes vont bon train. Cependant, malgré ce climat de corruption, la mère tient bon, jusqu'aux 8 ans de Pedro. C'est un soir qu'elle le surprit à toucher la poitrine de sa sœur. Ce geste incestueux la poussa à jeter le garçon hors de la maison. Sans ressources, ni famille, il se met à vaquer dans la rue, mendiant pour subsister. Lors d'une journée de mendicité supplémentaire, un homme s'approche de Pedro et lui propose l'aumône et un coin chaud pour la nuit. Du haut de ses 8 ans, il voit en ce bon samaritain une âme charitable envoyée par Dieu. Cependant, ce sauveur est loin d'être un homme bon. Il attire Pedro dans un immeuble désaffecté et passera la nuit à l'abuser, avant de le renvoyer à la rue au petit matin. Lors des assauts répétés de ce monstre, Pedro se fait une promesse. Alors que la douleur l'assaille, il décide qu'il en fera de même à toutes les filles qu'il rencontrera. Pour lui, s'il subit cela à présent, c'est à cause de sa sœur et de sa mère. Une fois libéré des griffes de son violeur, il n'ose plus mendier. Il devient suspicieux et se méfie de tout le monde. Il préfère se cacher le jour dans les coins sombres et à l'abri des regards, et profite de l'obscurité de la nuit pour dérober de la nourriture. Invisible de jour, chapardeur de nuit, il vivotera comme ça pendant une année avant de tout quitter à l'âge de 10 ans. Il se déplacera alors à Bogota, capitale de la Colombie, très probablement dans l'espoir de jours meilleurs dans cette grande ville. C'est un couple d'Américains qui tombera par hasard sur lui. Amaigri, chétif et seul, il attirera bien vite les faveurs de ce couple qui le prendront en affection. Ils l'inscriront dans une école pour orphelins, lui laissant une chance d'avoir une meilleure vie. Malheureusement, le sort s'acharne sur Pedro, qui sera de nouveau abusé par un de ses professeurs cette fois. C'en est trop pour lui. Il a 12 ans et décide de s'enfuir, non, sans avoir volé le couple qui l'avait accueilli.
Durant 6 ans, de menus larcins tels que des bijoux, de l'argent ou de la nourriture, il se mettra en quête d'objets bien plus volumineux et qui rapportent plus, les voitures. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, il se fait arrêter par la police lors d'un de ses vols. En prison, il est pris pour cible par de nombreux détenus. Plus les jours passent, plus les brimades s'intensifient, jusqu'au jour de trop où il subira un viol collectif par 4 codétenus. La haine des femmes s'amplifiera à ce moment-là. Il est persuadé que s'il n'avait pas été aguiché par sa sœur et jeté hors de sa maison par sa mère, jamais il n'aurait à subir des actes aussi abjects. Les jours passent, mais sa rancœur ne faiblit pas. C'est ainsi qu'il tuera pour la première fois. Il assassinera 3 des 4 hommes qui l'ont abusé dans sa cellule en leur tranchant la gorge. Il expliquera bien plus tard que ce fut comme un déclencheur. Il a aimé tuer. Pour ces 3 meurtres, le juge rallongera sa peine d'emprisonnement de 2 ans seulement, concluant que si Pedro était passé à l'acte, c'était uniquement sous le coup de la légitime défense. En 1978, à l'âge de 30 ans, Pedro Alonso López sera libéré et le début d'un long parcours sanglant débutera le long de la cordillère des Andes. Après sa libération, Pedro emménagera à Ayacucho au Pérou. Ses envies de meurtre ne diminuent pas et il est primordial pour lui de passer à l'acte. Il se rabat donc sur des petites filles. Il guette souvent, pendant plusieurs jours sur les marchés, les enfants qui l'intéressent le plus. Des fillettes entre 9 et 11 ans, aux doux visages et aux regards innocents. Il cherche les victimes parfaites pour ses fantasmes. Pour ce faire, il va établir un plan simple mais efficace. Il attire les gamines à l'aide de breloques tels que des rubans ou des barrettes, parfois même des petits bouts de miroir. D'une voix doucereuse, il leur promet de plus grands cadeaux et les éloigne des routes pour les emmener dans des bâtisses ou des endroits lugubres et abandonnés, des cachettes connues de lui seul où il a préalablement creusé des tombes de fortune. Après avoir abusé des enfants, il les étrangle et les dispose parfois à plusieurs dans la même tombe. Fin 1978, ce sont des dizaines de petites filles qui seront portées disparues. Ces dessins macabres auraient pu s'arrêter cette même année, lorsque, lors d'un nouvel enlèvement, il est surpris par un groupe d'Ayacuchanos qui le soupçonne d'être l'auteur des kidnappings. Ce jour-là, alors qu'il tentait une fois de plus d'attirer une jeune fille, la maman hurla, alertant ainsi les hommes qui le suivaient depuis un petit moment. Il fut arrêté sur le champ et la communauté se dépêcha de mettre en application la sentence adéquate. Pedro fut attaché, enterré dans le sable, laissant seulement la tête dépassée à l'air libre, et du sirop a été renversé sur son visage. Les parents des victimes avaient décidé de le laisser souffrir jusqu'à ce que la mort s'ensuive, en le laissant se faire dévorer par les fourmis. Pedro ne dut sa survie que grâce à l'intervention d'une missionnaire américaine, qui promit aux habitants de le livrer à la police pour que justice soit faite. Contre toute attente, alors que la femme repartait avec Pedro dans sa voiture, cette dernière s'arrêta de l'autre côté de la frontière et le laissa partir vers la Colombie. On aurait pu penser que cette intervention et le fait de frôler la mort l'auraient fait réfléchir, mais il n'en était rien. Bien au contraire. Avoir frôlé la mort
ne l'avait rendu que plus puissant. Il avait l'impression d'être impunissable et s'était mis en tête que ses gestes étaient utiles pour la communauté. Il dira bien plus tard lors d'une interview qu'une partie de lui pensait qu'il sauvait les filles d'une vie de pauvreté. Il les appelait d'ailleurs ses poupées et sentait qu'il les sauvait à chaque fois qu'il leur ôtait la vie. En 1980, un glissement de terrain en Équateur va mettre à jour de nombreuses fosses où sont entassés des cadavres de petites filles, dont 4 corps d'enfants de 9 à 11 ans qui seront retrouvés le long d'une rivière. Les jours suivants, Pedro est toujours à la recherche d'une nouvelle victime dans la ville de Ambato, dans le centre de l'Équateur. Alors qu'il s'approchait de la petite Maria, la mère, Carlina Ramón Poveda, intervint immédiatement. Les autorités seront enfin appelées et une enquête sera ouverte. C'est donc en 1980 que Pedro Alonso López sera remis derrière les barreaux. Peu loquace et forte tête, les enquêteurs cherchent à tout prix à récupérer les aveux du monstre. C'est ainsi que naît l'idée de lui donner un codétenu un peu particulier, qui réussira à gagner sa confiance, le pasteur Cordova Gudino. Ce que va lui révéler Pedro sera pire que ce à quoi s'attendait la police. Il expliquera avec nombreux détails tous les meurtres, se vantant d'avoir tué une centaine de filles au Pérou, une centaine de plus en Colombie et près de 110 en Équateur. Plus de 300 petites filles, toutes violentées, abusées et étranglées. Le plus horrible, ce sont les détails de ces crimes. Il avouera les mettre à 3 ou 4 dans une même tombe. Il lui arrivait de rester avec les corps quelques nuits, pour jouer avec ses poupées, comme il aimait les appeler. Parfois, il les démembrait juste par plaisir. Il a même nommé cela les fêtes macabres. Lors d'une interview avec Ron Leitner, il expliquera: c'était comme faire la fête, mais au bout d'un moment, parce qu'elle ne pouvait plus bouger, je m'ennuyais et je partais à la recherche de nouvelles filles. Tout cela semblait tellement irréel que les enquêteurs doutèrent de ses dires. Pedro décida donc de conduire les policiers sur l'un de ces cimetières improvisés. Là-bas, sous un pont, ils exhumèrent 53 corps. Il était donc impossible que le reste ne soit que mensonge. Ils étaient tous bel et bien en présence d'un être monstrueux. Pedro expliquera qu'il avait toujours été délicat avec les petites filles, les berçant pendant la nuit, rassurant et calmant les enfants de leur peur du noir. Ce n'est qu'au petit matin qu'il passait à l'acte. Il voulait, d'après ses dires, voir la vie s'échapper lentement de leurs regards lorsqu'il les étranglait, après avoir abusé de leur innocence. Après cette confession diabolique, il serait juste qu'il encourt une lourde peine de prison. Là où il aurait dû rester en prison à vie, ou tout au moins la perpétuité équivalente à 25 ans de prison, il ressortira libre en 1994 après seulement 14 ans de détention. Pedro, dehors, ne restera pas longtemps à l'air libre. Quelques heures seulement après avoir franchi les portes du pénitencier, il sera de nouveau arrêté par les autorités, au motif d'immigration illégale, alors qu'il tentait de passer la frontière vers la Colombie. Le juge qui prendra l'affaire le déclara cliniquement fou
et le condamnera à un internement forcé de 16 ans. Malheureusement pour les familles des victimes, des psychiatres finiront par le libérer après seulement 4 années passées entre les murs de l'asile, prétextant qu'il était enfin guéri et sain d'esprit, n'étant plus une menace pour la société. En 1998, il a été libéré pour bonne conduite, à l'âge de 45 ans, avec une simple caution de $50, soit environ 48 € de nos jours. Il est expulsé vers la Colombie dans l'espoir qu'il sera jugé pour les meurtres qu'il a commis là-bas. Malheureusement, la Colombie et le Pérou sont des pays trop pauvres pour démarrer des frais de justice à son encontre. C'est ainsi qu'en 1998, Pedro Alonso López sera de nouveau un homme libre de circuler comme bon lui semble. L'affaire aurait pu s'arrêter sur cette horrible fin, mais le monstre de la cordillère des Andes court toujours, et en 2022, Interpol déclenchera un mandat d'arrêt à son encontre, son ADN ayant été retrouvé sur la scène d'un crime de cette même année. À l'heure où je vous parle, nul ne sait si Pedro Alonso López est encore vivant ou non. Ce 8 octobre 2022, il aurait fêté ses 74 ans. N'oublions pas qu'il a toujours promis qu'il tuerait à nouveau s'il était un jour libéré. Comme dit précédemment dans l'unique interview qu'il a donnée, « Je serai heureux de tuer à nouveau. C'est ma mission. » Que pouvons-nous donc en conclure? Qu'il est peut-être parmi nous. Peut-être qu'il a franchi d'autres frontières. Est-il arrivé en France? L'un de vous l'aurait-il croisé au détour d'une rue? Une chose est certaine, à ce jour, l'homme connu sous le surnom du monstre des Andes a laissé plus de 300 familles en deuil dans son sillage. Il aura passé toute sa vie à déverser sa rage contre une image féminine et très jeune, tentant de se venger de sa mère et de sa sœur. Pour lui, elles restent à ce jour, toutes deux, les seuls déclencheurs de son parcours meurtrier. Mais il ne faut pas oublier que s'il n'avait pas eu de gestes déplacés envers sa propre sœur, il n'aurait peut-être pas connu une enfance aussi misérable. À présent, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est parfois bien plus maléfique que les histoires.